40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs à la maison pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. Oula, il y a des petits problèmes gastriques ou... Non, j'ai essayé de simuler les gens qui pourraient le faire avec nous, mais aux toilettes. C'était très bien fait. 40 mètres, les gars. Le quiz. Bonjour Christophe Ajus. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles. C'est 40 mètres, les gars. Le quiz. Ce qui est bien, c'est qu'il y a l'odeur aussi, du coup. Ah, vous ne dites plus rien. Bon, on n'a pas choisi le Joker du jour. Femme des années 80. Femme jusqu'au bout des... Et on vous laisse finir, bien sûr. Ça, c'est le Joker du jour et il y a également, bien sûr, la question twist. Accompagné de ces hurlements, nous sommes donc dans les années 80. C'est le thème. La question twist, c'est vous qui décidez. Plus ou moins ou plus. Le pantalon, l'épouse, la maison. Vous échangez ce que vous voulez. Et le Joker, vous le jouez quand vous le voulez avant l'énoncé d'une question pour doubler vos points sur la question suivante. Peut-être même maintenant, puisque c'est la première question et c'est la vôtre. Femme des années 80. Femme jusqu'au bout des... Sorti en 1982. On n'en a jamais parlé. Non. Le film E.T. a marqué l'histoire du cinéma et de la pop culture. Petite question facile pour débuter. Pouvez-vous nous donner le nom de l'actrice qui a lancé sa carrière dans ce film alors qu'elle n'était âgée que de 6 ans ? Ouais. Trop facile, mais bon. On commence tranquille. Mais oui, il faut des questions offertes. Et tant mieux à ceux qui ont joué leur Joker. Voilà. Et peut-être que des gens ne savent pas. Peut-être que des gens n'ont jamais vu E.T. Allez voir E.T. Je l'ai pas vu beaucoup, moi. Je l'ai dû voir une fois. Il m'a fait un peu peur quand j'étais petit. C'est Drew Barrymore, bien sûr. Oui. Alors, E.T. l'extraterrestre, ou E.T. l'extraterrestre, mais en un mot au Québec, on l'avait déjà dit, donc oui. Film de science-fiction, Steven Spielberg, 1982. Drew Barrymore, elle, est née le 22 février 1975 à Culver City, California. C'est une actrice, productrice, autrice, réalisatrice, animatrice de télévision et femme d'affaires américaine. Et elle est la petite fille de l'acteur John Barrymore et de l'actrice Dolores Costello et la filleule du réalisateur Steven Spielberg. Bonjour madame. Et voilà. La famille. Famille, les gars. Alors c'est le népotisme ou le népotisme. Quand on met la famille en avant. Ouais, je crois. Peut-être. Ou non, c'est ça. Oui, bon, c'est dans les années 2000 qu'elle obtient ses plus gros succès en jouant et produisant via sa société de production Flower Films dans Charlie et ses drôles de dames, bien sûr, et sa suite en 2000 et 2003. Puis avec Amour et Amnésie en 2004, connais pas. Le Comeback 2007, et Ce que pensent les hommes 2009. Alors moi je me souviens de Ce que pensent les femmes, effectivement, que j'avais adoré. Ouais. Elle n'hésite pas à changer de registre avec des films tels qu'Écart de conduite en 2001, Donnie Darko, je m'en souviens pas. Incroyable. Qu'elle est dans Donnie Darko. Super film. En 2001 également, et elle est également la productrice déléguée de Donnie Darko, et Confession d'un homme dangereux en 2002. Dans les années 90, fin 90, elle est aussi dans Scream. Ouais, elle ouvre le premier Scream. Oui, c'est elle au téléphone. Hein. Exact. Ouais, c'est la première tuée. C'est ça. Elle a produit Charlie et ses drôles de dames aussi. C'est fou, non mais c'est dingue. Ah oui, mais là elle était en train de se lancer. Moi j'avais beaucoup aimé le premier. Oui, c'est vrai qu'il était bien. Il était vraiment cool. Ouais, après les autres, c'est comme les Fast and Furious. Il n'y en a eu qu'un quoi. autre, je crois, non? Ah il y en a eu 2. C'était peut-être déjà celui de trop, peut-être. Première question de ma part. Est-ce que vous aimez le rock, Christophe? Ça va. Super. Ouais. Là, vous m'avez bien lancé pour la suite. Ouais. Eh bien, eux aussi, c'était écrit comme ça. Philippe Manœuvre, Antoine Decaune ou encore Jackie du Club Dorothée. Je sais. Vous les connaissez, eh bien, ils étaient tellement fans de rock qu'ils avaient une émission sur le rock. C'était sur Antenne 2 à l'époque, mais quel était le nom de cette émission? Classique. Oui. Même si je ne l'ai jamais vu. Moi non plus. Mais c'est un classique de la télévision. Tout le monde en parle. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que je n'ai jamais vu une seule émission. Ah ouais. Je voulais mettre le générique, et puis en fait, j'ai écouté le générique et je me suis dit, en fait, je le connais pas. Ah oui. Donc je l'ai pas mis. Sympa. Si Charlie connaît pas, tant pis pour vous. Non mais c'est tout. Alors peut-être que j'ai pas écouté le générique jusqu'au bout. Pardon. Excusez-moi. C'est Les Enfants du Rock. Ouais. Voilà. Les Enfants du Rock est une émission de télévision française sur la pop culture, musique, bande dessinée, cinéma et art moderne en général, à l'esprit rock, créé par Pierre Lescure. Ouais, oui, il a fait des choses. La classe, la grande classe, et diffusée sur Antenne 2 encore à l'époque, à partir du 7 janvier 82 jusqu'en 88, créé donc par Pierre Lescure et diffusée sur Antenne 2 à partir du 7 janvier. Oui, ça vous venez de le dire. Il fallait sauter cette partie et dire le jeudi soir aux environs de 22h jusqu'à mi-septembre 83, où l'émission est diffusée le samedi aux environs de 22h30 après l'émission
Champs-Élysées. Voilà. Merci de m'en laisser un petit bout quand même. Bah oui, quand même. Alors on est deux. Oui, c'est vrai. Et on est ensemble. Femme des années. Alors on passe à la question suivante. Attendez. Ça va. On a découvert des gars comme Manœuvre, Decaune et aussi Jackie du Club Dorothée. Mais la première du magazine, le 7 janvier 1982, C'est vrai. a été Oh là présentée là. par Léon Zitrone. C'est dingue. Mais qu'est-ce qu'il a pas fait lui? C'est dingue. Ça Et se à trouve, c'est notre père aussi. Il a couché avec toutes les mamans de France, Ah non. Léon Zitrone. Ça nous a tous calmés. Bon, à cette occasion, Léon Zitrone a été vêtu d'un complet noir, lunettes de soleil noir avec des cheveux gominés et tirés en arrière un peu rock'n'roll. J'ai pas vu les images, mais voir Léon Zitrone en rocker, ça doit être plutôt drôle. Mais c'est vrai qu'il a tout fait, il était partout. Question 3, c'est à vous. Femme des années 80, femme jusqu'au boulet. Question 3, en effet, Charlie Music. Toute ma jeunesse. Ah oui. Des étoiles, Dragon Ball pour un idéal, combat glacial du bien contre le mal. On va l'écouter jusqu'au bout, hein. Bon, je ne vous ferai pas l'affront de vous demander le nom de cette série animée, puisqu'en effet, c'est balancé direct dès le début. Mais la question est simple pour les vieux, moins pour les C'est jeunes. vrai. Qui est l'interprète du générique? Ah là. Et après, elle a fait Dragon Ball Z aussi. Oui, Ça tout faisait à fait. Dragon Ball Z. Les gens Petit Sangohan. Dragon Ball Z. Combat Tous les méchants. Eh oui. C'est Ariane, bien sûr. Ariane Carletti, ou simplement Ariane, était une animatrice, chanteuse et productrice de télévision française, née le 4 novembre 1957 à Paris, où elle est également décédée le 3 septembre 2019. Célèbre pour avoir co-animé le Club Dorothée sur TF1, elle a également été comédienne au théâtre et au cinéma. Ah ouais. Oui, elle a joué dans pas mal de Ok. films et de pièces de théâtre. Super. Et en France, Dragon Ball a été diffusé sur TF1 à partir du 2 mars 88 jusqu'en 95 Ah là là. dans l'émission Club Dorothée. Ensuite, évidemment, ça a été multi-rediffusé. Ariane qui a laissé un très très grand souvenir dans les bureaux du groupe Ah AB oui. Télévision où je travaille. Bon, ça ne s'appelle plus comme ça, mais quand elle est décédée, je ne l'ai jamais croisée malheureusement dommage. avant 2019. Mais en tout cas, tout le monde s'accorde à dire que c'était vraiment une dame très gentille, très sympa Ouais, et cool pour travailler avec. Ça Je se sais pas voyait. si c'est très français de dire ça. Non, monsieur, on Mais, a compris l'idée. En Tout le monde ne dit pas la même chose de certains de ses collègues. Ah. Bon, pas Dorothée par exemple, Ah. qui est adorée et Ok. qui est effectivement Que vous très avez croisé, gentille. que vous avez croisé. Oui, j'ai travaillé avec elle, Oh, bien allez. sûr, je travaille Allez, avec Dorothée, allez, évidemment. allez. Mais voilà, Ariane, elle était visiblement un amour. Eh ben, elle nous manque en tout cas. C'était vraiment le duo parfait. Question ciné, Christophe. Drague, ah non. C'était quoi Femme les des années 80, femme jusqu'au bout. On s'auto-censure, c'est très bien. Mes questions vraiment cool. On s'autocensure. Combien de fois on a dit des... Oui. Question ciné. Ouais. Mes questions vraiment, mais alors vraiment très 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 cool. Alissa Alissa Milano. Dans quel film sorti en 1985 peut-on voir Alissa Milano être sauvée par son propre père, joué par Arnold Schwarzenegger? On l'a déjà dit 12 fois. Non, c'est pas Mais vrai. si, Non. on l'a peut-être pas posé, mais on Voilà. l'a dit. On l'a dit, mais on l'a pas posé. Donc on va En voir même si... temps, les années 80 sont les années de Arnold. Bien Il fallait sûr. se douter. Déjà, quand je suis arrivé, il y a une figurine au nom de ce film que j'allais donner. Alors, allez-y. Commando. Eh oui. Commando. J'ai la montre, j'ai la VHS, Il y a la j'ai la figurine. figurine, j'avais le poster dans ma chambre. Schwarty, épouse-moi. Ok. Ah, pas de réponse. Bah non, Ouais, non, bah effectivement, un silence de mort. Commando est un film d'action américain de Mark L. Lester. Je Mhm. savais pas du tout qui c'était. Sorti en 85, ancien soldat des commandos d'élite de la Delta Force, le colonel John Matrix mène une existence paisible aux côtés de sa fille Jenny, Alissa Milano, qui est Bah vraiment oui. cool. Un jour, son ancien supérieur, le général Franklin Kirby, lui rend visite dans sa maison nichée dans la montagne pour le prévenir que des membres de son ancienne unité ont été assassinés par des mercenaires dont on ignore l'identité. Allez. Peu après le départ de Kirby, les mercenaires attaquent la maison de Matrix, Les salauds. tuant les soldats de Kirby avec... Que Kirby avait affecté. Merci, sa je suis tellement à sécurité. fond dedans, je suis Ah oui, tellement à fond dedans. j'entends. Et kidnappe Jenny. Aïe, aïe. Ah oui, ça c'est c'est vraiment pas Non, cool. c'est par pas contre. Ça, cool. c'est pas cool. En essayant de rattraper les ravisseurs, Matrix est maîtrisé et enlevé par les mercenaires, parmi lesquels, à sa plus grande surprise, figure Bennett. Un ancien membre Un messin, je crois, il me semble. italien. Italiano messin. Ouais, sans doute de la famille de Platini. C'est ça. Il Ah venait ouais, de Jeuf. Ouais, exactement. Un ancien membre de son équipe qui était présumé mort. Pour le rôle de John Matrix, je donne pas la suite parce que c'est de l'intrigue du film, Ah bien bah sûr. oui, on est intrigué là.
J'adore ce film, c'est mon film Oui, préféré. oui, je sais. Pour le rôle de John Matrix, Nick Nolte. C'est vrai, Nick Nolte. Était à l'origine pressenti pour jouer le rôle principal, obtenu par Arnold bien sûr, tandis que Wings Hauser devait incarner le rôle de Bennett, rôle obtenu par Vernon Wells. D'accord. On connaît Wings Hauser? Absolument pas. Enfin, Ok, bon, il a visiblement, son pense. nom est en bleu, donc C'est il a ça. une page Wikipédia. C'est ça. Mais en tout cas, il y a eu des votes pour savoir quel était le personnage préféré dans Commando, et c'est souvent Bennett qui ressortait en avant, Ah. avec sa côte de maille et tout, il ressemblait un peu à Freddie Mercury. Mhm. Et côté Alyssa Milano, qui est vraiment cool, on le rappelle, elle a été choisie pour incarner Jenny Matrix. oui, Jenny Matrix, mais le rôle a failli être donné à Winona Ryder, Mhm. à Shannon Doherty. Ah oui, évidemment, la concurrence. Bah oui, Elizabeth Shue, Drew Barrymore, Encore. Jennifer Connelly et Patricia Arquette. Purée. Et voilà. Mais bon, c'était la plus cool, donc c'est elle qui a gagné. Ah bah, elles ont plus ou moins toutes oui. fait quand même une Bah, belle toutes. carrière, à part Elizabeth Shue que je ne connais pas, mais ça se trouve elle est connue aussi. Certainement, puisqu'elle a également une Non, page ouais, elle est Wikipédia. en bleu. Allez, question numéro 5. Certes, l'objet a été lancé sur le marché en 1979, mais il reste une véritable emblème de ces années 80. Je parle du baladeur cassette, plus connu sous le nom de Walkman. Ouais. Il faut savoir qu'il s'agit en réalité d'une marque déposée par une grande entreprise. Eh bien la question est simple, qui a sorti le Walkman? Ah, on pouvait pas, si c'était... Bah le- c'est une autre marque, ça s'appelait pas Walkman. Ah ouais. Eh ouais. Ok, bah moi j'avais un Walkman. Bah ouais, je crois aussi, mais je suis pas sûr en vrai. Ouais. J'ai jamais vérifié. J'ai cette fameuse photo où je le reçois à Noël et vous êtes à côté de moi et Ah oui, elle est j'ai trop bien, les ça. écouteurs sur les oreilles. On vérifiera. Le Walkman est une marque de Sony. Je savais pas. Et donc c'est une marque déposée par l'entreprise Sony qui historiquement désigne les baladeurs à cassette qu'elle a vendus depuis 79. La présence de Sony sur ce marché était telle que le mot Walkman est devenu un terme générique pour Ouais. désigner les baladeurs. Ce dernier terme alors existant a été proposé depuis pour remplacer Walkman, Ok. baladeur quoi. Ah oui. Littéralement, ce terme anglais inventé au Japon est composé de walk, marche, bien Merci. sûr, et man, homme. Ah, quoi? Merci les Japonais. Merci. Et il exprime donc le fait qu'une personne puisse utiliser l'appareil tout en se déplaçant. Alors quelques chiffres, en Oui. 2009, les différentes versions du lecteur à cassette s'étaient vendues à 220 millions d'exemplaires, Voilà. ce qui n'est pas si énorme que Ah, ça quand quand même. Le successeur, le Discman, s'était vendu à 120 millions d'exemplaires. Le lecteur, qui avait dû être leur successeur, Ah. le mini-disque, C'est vrai. ne s'est vendu qu'à 22 millions d'exemplaires. Oh. Et ben moi j'ai eu un mini-disque. Ah ouais. J'en rêvais. On me l'a volé dans le train Bah, d'ailleurs. c'était moi. Et au total, toujours en 2009, les téléphones Walkman s'étaient vendus à 70 millions d'exemplaires parce que Sony a sorti Ah ouais les téléphones Walkman. Incroyable. je Eh savais oui, pas ça. au tout début des téléphones, Ok. pour pouvoir écouter de la zik en même temps sur son téléphone. La classe. Ah ouais, c'était vraiment les précurseurs quoi. Ah Incroyable. oui, oui. Moi je me souviens du Discman, c'était horrible parce que quand t'étais dans le bus ou dans la voiture, Oui, c'était ça qui sautait, bah ouais. Bon, et beaucoup l'ont eu quand même. hein, Oui, le- c'est le vrai, c'est Discman. vrai. J'ai pas eu Discman non plus. Moi j'ai que. Non, moi je suis passé de Walkman, mini-disque, et après j'ai quand même eu le lecteur le DVD MP3. portable. DVD portable. Ah oui, parce que bah, moi je passais ma vie dans les trains, donc c'était Ah quand même là là. cool. Et c'était un lecteur DVD portable où je pouvais aussi mettre mes fichiers d'ordi. Ah ouais. donc des DivX. oui, voilà. Ah, Donc, je pouvais génial. lire les DVD, mais aussi les DVD gravés d'Ivix. Enfin voilà. Ça fait C'était très longtemps que j'ai pas eu- superbe vie. Bah si quand même. Dans le train vous deviez avoir. Oh regardez là. Il regarde du porno. Il Voilà. Ce qui est relativement vrai. Je suis sûr que c'est arrivé. Non. Merci pour eux. Question numéro 6. Femme des années 80. Femme jusqu'au bout. Elle est vachement mieux comme ça, la chanson. Question politique. Ça m'arrive Wow. jamais. Quelle politicienne anglaise surnommait-on la Dame de Fer ou The Iron Lady en anglais? Ah oui. Oui, bah oui. C'était qui? La femme du monde, ou bien putain, qui bien souvent est les mêmes. La suite? Femme au boudin. Ah oui? Femelle en tout genre, je vous aime. Et d'ailleurs, le femme du monde, ou bien putain, il Ouais. le prend de Nous irons tous au paradis. Ah, de Paul Naref. Exactement. Ah ouais, ok. Ah oui. Parlez c'est de dans- Renault, c'est là, dans la parlez de chanson. Exactement. Margaret Thatcher. Oui. Baronne Thatcher, je savais pas qu'elle était Maggie. baronne. Maggie. Bah Miss oui, Maggie. Miss Maggie, c'est le titre justement de Renault. Née le 13 octobre 1925 à Grantham, Angleterre. J'ai failli faire Grantham, New Angleterre. York. Moi, je croyais qu'il allait dire Grantham, New York. Est morte le 8 avril 2013 à Londres, New Angleterre. York. Femme d'État britannique, bien sûr, première ministre du Royaume-Uni du 4 mai 79 au 28 novembre 1990. Merde. C'était le jour de mes 7 ans. D'accord. Je vais te faire le Mais calcul. moi, ce qui m'abasourdit, c'est que c'est 11 ans quand même. Bah ouais, c'est long. C'est vachement long. Bah ouais. Margaret Thatcher est l'une des figurines politiques. Figurines. Je suis dans la figurine commando. C'est une figure, bien sûr, politique britannique à la fois les plus admirées et les plus détestées. Le surnom de Dame de Fer que le journal L'Étoile Rouge, organe de l'armée soviétique, lui décerne en 1976 dans le but de stigmatiser son anticommunisme, symbolise sa fermeté face aux grévistes de la fin de l'IRA provisoire en 1981 ou aux mineurs grévistes de 85
de 84 à 85, et se répandra dans le monde entier. Associé à la révolution conservatrice des principaux pays occidentaux, l'influence de son passage au gouvernement du Royaume-Uni est souvent qualifiée de révolution sur les plans politiques, idéologiques et économiques, mais c'est vrai qu'elle était vraiment détestée, cette femme, en fait, à l'époque. Ah bah, elle était foncièrement de droite pour tout ce qui est social, justement. Ouais, c'est et ça, bah effectivement, j'ai eu longuement l'occasion de m'entretenir avec un Avec Anglais de la classe très populaire qui habitait en France il y a quelques années, Ok. et qui il a détesté. Ouais. Vraiment, c'était une haine. Il avait vécu dans des quartiers très pauvres et Margaret Thatcher a fait beaucoup de mal à toute cette classe très populaire. Voilà. Mais voilà, on n'y connaît Ouais, absolument rien en c'est économie et en politique. Donc voilà, mais c'était quand ma même- seule expérience est un témoignage d'un gars qui était pour le coup fort sympathique. Question numéro 7. Si je vous dis mon chichi, ça vous dit quelque chose? Je suis chaud. Perso, j'aurais dit non. Bah non. Pourtant, il s'agit là du nom originel de l'un des jouets les plus populaires des années 80. Allez, quelques indices. C'est une peluche de singe qui pouvait sucer son pouce. Oh. Vous vous souvenez? C'est trop facile maintenant. Mon chichi. Mon chichi, c'est son nom. Ah bon? Ah ouais. Alors peut-être qu'au niveau de la prononciation, Ah. on peut imaginer, vu le nom qui va arriver. Est-ce que c'est un Italien Non, qui a créé ça? non, je crois C'est pas. bien. Sinon, ça en fait pas un kéké. Eh oui, c'est Ah oui. c'est Kiki. Oui. Mon chichi, longtemps connu sous le nom de Kiki en France, est une peluche de plusieurs tailles représentant une petite fée à l'apparence d'un singe. Bah ouais, je savais pas que c'était une Qu'est-ce fée, que moi. c'est que ce truc? Avec une tête ronde et dure et une tétine à la main. Et qui connut un succès international dans les années 80. Aujourd'hui, elle est commercialisée dans de nombreux pays, particulièrement en Asie et en Europe. Parmi les produits dérivés, Mon Chichi est le héros d'une série animée intitulée La Tribu Mon Chichi, Mais réalisée qu'est-ce que par c'est que- Technicolor Animation Production et diffusée sur TF1. D'accord. On s'écoute la pub? Oui. Allez. C'est un kiki que tu as là, mon coco? Oui. Oh, il est kiki, ton kiki. Merci. Où il est, ton kiki? Ici. Qui c'est qui fait coucou à son kiki? Salut. Kiki? C'est le kiki de tous les kikis. Kiki. Un jouet à Géna. Na. Un jouet à Géna? Si on écoute comme ça, sans le. Oh, ça va. là là. Non, on va pas, on Vous va avez l'esprit Non, mal placé. non, Si, mais vous c'est- avez l'esprit mal placé. Ah, j'ai l'impression que les publicistes de l'époque également, même si quand on n'a pas l'image, c'est un peu compliqué à écouter quand même. Non, vous trouvez pas? Bon, en tout Vous avez cas, eu un- c'était Kiki. Oui, j'en ai eu un. C'est vrai? Je sais pas si c'était l'officiel, mais j'en avais un. Ouais. Allez, mon chichi, mon kiki. C'est l'italien. Ah oui. Voilà. Allez. Femme des années 80, femme jusqu'au bout. Allez, ça va pas être la question la plus joyeuse de cet épisode puisque nous allons parler assassinat. Voilà. Le 9 décembre 1980, un certain Mark David Chapman assassina une énorme star à New York. Quel était cet artiste, cette star? Normalement, quand vous entendez Mark David Chapman, vous savez. Don't you know? Talk about my revolution, son. Je suis pas sûr que ça soit de la même famille. Ah bon? Peut-être, mais c'était. En plus, ça, c'est sorti en 89, je crois, cette chanson. Ok. Ah ouais, elle est assez vieille, quoi. C'est John Lennon, bien sûr. Mark David Chapman né le 10 mai 1955 à Fort Worth. C'est où Fort Worth? Bah, au Texas. Bien sûr. Bah, et c'est- Dallas. ouais, oui. Ah oui. Ah, je crois que c'est leur ranch est à Fort À Fort Worth, Worth, il me ok. semble. Un Américain originaire du Texas, merci. Ah ouais. Devenu tristement célèbre pour avoir assassiné John Lennon le soir du 8 décembre 1980 à New York. Il était 22h52 lorsque Lennon s'est écroulé devant sa résidence, le Dakota Building, au coin de la 72e, près de Central Park, tué de 4 balles d'un revolver calibre 38. Éligible pour une demande de mise en liberté conditionnelle à partir de 2000, Chapman s'est déjà vu opposer 12 refus par la justice de l'État de New York ces 23 dernières années, donc ça fait 23 ans qu'il peut sortir, mais qu'il ne le laisse pas sortir. Alors pour Oui, revenir- alors c'est de la liberté conditionnelle. Oui. Hein, ça veut dire que la peine court toujours, Oui, bien mais sûr. qu'il aurait potentiellement, l'occasion de sortir. C'est Mais ça. il est pas libre. Non, il est pas libre, Et bien on sûr. lui dit non, tu restes. Voilà, c'est ça. Pour revenir sur ce jour bien triste pour la musique, le 8 décembre 1980, vers 17h, alors que John et Yoko marchent jusqu'à leur limousine, plusieurs fans s'approchent pour leur demander un autographe. Parmi eux se trouve Chapman. Il tend silencieusement à Lennon un exemplaire de son album Double Fantasy que le musicien lui dédicace. Après l'avoir signé, Lennon lui demande poliment « C'est tout ce que vous désirez ?» Et Chapman répond d'un signe de tête affirmatif. La scène est immortalisée par un photographe fan de Lennon. Certains prétendront que face à la générosité et surpris par la gentillesse de Lennon, Chapman, pourtant venu à cette heure déjà pour l'assassiner, avait renoncé à le tuer. Il était revenu donc un peu plus tard, à 22h, pour le faire. Voilà, donc la gentillesse de Lennon lui a fait gagner quelques heures quand même. Bon, grand monsieur qui est parti, et on continue de l'écouter. C'est beau, n'est-ce pas? Oui, merci Charles. Bah oui, c'était compliqué d'arrêter. Ah bah ouais, bah alors arrêtez. J'arrête. Question numéro 9. Ok. Abonné à Canal+ ou pas?
Si vous êtes un enfant des années 80, vous n'avez pas pu passer à côté de Sa Cartoon. Ah ouais. L'émission de dessin animé du dimanche soir a longtemps été présentée par... en fait, c'est ça la question. Par qui ? Ah ouais, j'adore ce mec. Enfin, je l'adore toujours, je sais pas si... Il est toujours en vie. Ouais, non, bien sûr, mais il fait plus de télé. Ah si, peut-être. Non, pas certain devant la caméra, mais... Ah d'accord, il produit peut-être des trucs... Certainement. Ok. Ah, c'était vraiment le rendez-vous du dimanche soir, on regardait ça, puis après on allait au lit. Philippe Dana, bien sûr. Oui. Sa Cartoon est une émission de télévision française pour la jeunesse diffusée sur Canal+, du 16 février 86 au 17 août 2008. Puis sur Canal+ Family du 24 août 2008 au 29 mars 2009, donc une petite saison présentée par Philippe Dana pendant quasiment toute la carrière de l'émission. Il y a aussi eu Ludivine Lavenne qui l'a co-présentée avec lui. Programmée le dimanche soir à 19h30, l'émission est à l'origine une sorte de dernière séance des courts-métrages d'animation. Philippe Dana accueille les téléspectateurs dans une salle obscure pour présenter les dessins animés en vrai cinéphile. Dominique Farrugia, dont ce sont les débuts à la télévision, interprète le rôle d'un projectionniste muet. À l'écran se succèdent des courts-métrages avec Bugs Bunny, Daffy Duck, Woody Woodpecker avec... il y a les Warner Bros avec Bugs Bunny, Daffy Duck, Walter Lantz pour Woody Woodpecker ou encore Tom et Jerry de la MGM. Avec le succès, Sa Cartoon se classe régulièrement parmi les meilleures audiences hebdomadaires des Canal+, chaîne encore relativement confidentielle à l'époque, d'autant que Sa Cartoon était en clair. Oui, bah oui. Contrairement à toutes les autres émissions quasiment, avec il y avait quand même aussi... Nulle part ailleurs, effectivement. Les Looney Tunes éclipsent peu à peu les autres séries à l'exception de Tom et Jerry qui ont toujours l'honneur de clore le programme. Et quant à Philippe Dana, il y a quand même quelques infos intéressantes, vous le saviez sans doute. Bon, non pas qu'il est né le 5 septembre 59, qu'il est un journaliste français, animateur, producteur de télévision et animateur de radio, mais de 90 à 92, il est la voix off de Les Nuls, l'émission. Ah ouais. Vous le saviez pas ? Ah non, ça je savais on pas. reconnaît sa voix, Les Nuls, l'émission disponible sur MyCanal en replay sur Comédie, je crois. Avant d'assurer la voix off de certains sketchs de KDO, dont le célèbre Camoulox. Ça oui, ça on reconnaît. Vous l'avez reconnu. Ouais. À partir de 92, il est également la voix off des cérémonies de clôture du Festival de Cannes et des Césars. Ah ouais. Donc moi je l'avais aussi reconnu quand quelqu'un reçoit un César, c'est Philippe Dana qui fait... En même temps, il avait une belle voix. On se souvient de lui dans le film de Jean-Claude Dacier. Attention, la droite. Vous devriez faire une maquette. Oui, bien sûr. Parce que vous avez une belle voix aussi. Ah oui, évidemment. Bah, c'est vrai, bien sûr. Oui, bon, alors, soit. Donc, Philippe Dana, Sa Cartoon, femme des années 80, femme jusqu'au boulet. Question numéro 10. La on est à peine tournée. à la moitié. Oui. Bientôt. On est en train de préparer tout ça, comme les cadeaux qu'on va vous envoyer. Jamais. Question musique. En 1982 sort un album qui est encore aujourd'hui, en 2024, l'album le plus vendu de tous les temps. Quel est cet album ? Bah oui. On a déjà parlé aussi, je crois. Bah évidemment. On a déjà posé cette question ? Je sais pas, bon, on a dû le dire. Oui. Normalement... Enfin non, si vous ne savez pas, vous ne savez pas, on vous en veut pas, hein. Mais quand même. Thriller. Bah oui. Michael Jackson, bien sûr, c'est le 6e album de l'artiste américain, son 2e chez Epic Records, coproduit par Monsieur Quincy Jones quand même. Il sort le 30 novembre 1982 à la suite du succès commercial et critique de l'album Off the Wall, qui est une merveille. Cet album, je vous invite à aller l'écouter. Ok. Thriller explore des genres musicaux tels que le funk, le post-disco, la musique soul, le soft rock, le R&B et la pop. Il a tout mis dedans. Les paroles des chansons sont variées et traitent de thèmes comme la romance, la paranoïa ou encore le surnaturel. Ah oui. Bah oui, bien sûr. Thriller est sorti le même mois que le CD. Voilà, donc les CD est sorti, l'un des premiers CD que vous pouviez acheter, c'était Thriller, donc c'est qui a peut-être Chez nous, c'était Johnny, non? On avait ça ouais, il y a pas longtemps. C'est vrai. Selon les chiffres communiqués par Sony et les légataires de Michael Jackson, l'album s'est écoulé à plus de 100 millions d'exemplaires et a été certifié 34 fois disque de platine, un record qui n'a jamais été dépassé depuis. Par ailleurs, Thriller est conservé à la bibliothèque du Congrès des États-Unis pour son importance culturelle, historique et esthétique. Classe quand même. Eh oui. Ouais, il est vraiment rentré dans l'histoire. Le deuxième album le plus vendu de tous les temps, c'est AC/DC Back in Black. C'est dingue ça, Ouais. parce qu'ils ont pas la popularité qui correspond à leur vente. Bah ouais, mais bon, Parce que tout le monde à peu près connaît AC/DC, mais c'est même pas forcément sûr. Ouais. Non, mais je veux dire, même nos parents ou même nos grands-parents, Oui, ils nous connaissent. paix à leur âme, connaissaient Michael Jackson, Oui. au moins de nom, Mais peut-être pas mais pas AC/DC, c'est quoi. vrai. Troisième meilleure vente, les Pink Floyd avec The Dark Side of the Moon, Mhm. classique. Quatrième, Whitney Houston avec la BO de Bodyguard. Ah, bah, ouais, mais ça, vous étiez fan. Ah, hein, mais bon. je suis toujours fan. Ah, je ouais. l'ai regardé il y a pas si longtemps. Et alors Puis, quoi? C'est quoi la suite là? Meatloaf,
Je ça connais aussi- même pas Meat Ça Loaf. aussi, c'est incroyable. Ah, Je si- connais deux noms, mais Oui, je oui. n'ai absolument pas la moindre Ah, idée vous- de ce que ça donne je en pense musique. que si on vous fait écouter quelques chansons, vous. Ok, vous je devez me en rends connaître compte deux, qu'en trois. fait, ok, Non, d'accord. non, mais oui. Après les Eagles avec Ah. Greatest Hits. Desperado, Oh, c'est pas la plus connue. Hein. why don't you come to your senses? Moi, j'aime bien Johnny Comes Lately, The New Kid in Town. Ok. It's a new kid in town. Hmm. Merci. Ouais, les on Bee était Gees. ridicules tous les deux. Oh, vous étiez bien mieux. Et que il moi. y a pas les Beatles, Eh ben il non. y a pas les Stones, Non. il y a pas les Beach Boys qui Non. ont été l'un des groupes les plus populaires à leur époque. Mais non, il y a les Bee Gees encore, Fleetwood Mac et Shania Twain. Ok. Et Fleetwood Mac, jamais entendu non plus. Hein. Ah si, quand même. Là, vous savez, le mec qui faisait du skate en buvant son truc avec la chanson Dreams de Fleetwood Mac. Non. Bah non. Ah ouais. Bah non. Ok. Question numéro 11. Femme des années 80, femme jusqu'au bout. L'image de ce manifestant arrivant courageusement à stopper un char, c'est évidemment ce que tout le monde retient des célèbres manifestations de la place Tiananmen. Eh bien, pouvez-vous nous dire dans quelle ville se trouve cette fameuse place? Normalement, ça devrait le faire. Bon, vous connaissez Normalement. l'image. Oui, bah oui, bien sûr, elle est vraiment légendaire. Il vient avec son petit sac à la main, se poser devant le char qui s'arrête. Vous voyez, qui recule, qui essaye de contourner, ça marche pas. Bon, la place Tiananmen est à Pékin, Oui. en Chine. Oui. Les manifestations de Tiananmen se déroulent entre le 15 avril 1989 et le 4 juin 1989 sur donc la place Tiananmen à Pékin, la capitale de la République populaire de Chine. Elle se conclut par une vague de répression, parfois englobée sous l'expression de massacre de la place Tiananmen. Cet événement politique le plus important de l'après-révolution culturelle prit la forme d'un mouvement d'étudiants, d'intellectuels et d'ouvriers chinois qui dénoncent la corruption et demandent des réformes politiques et démocratiques. La contestation s'étend à la plupart des grandes villes comme Shanghai et aboutit à Pékin à une série de grandes manifestations de grève de la faim organisées sur la place Tiananmen. Après plusieurs tentatives de négociation, le gouvernement chinois instaure la loi martiale le 20 mai 1989 et fait intervenir l'armée le 4 juin 1989. Donc là, tout s'arrête. Ouais. L'armée intervient et c'est fini. L'homme de Tiananmen, ou Tankman, l'homme au char, ou encore The Unknown Protester, le manifestant inconnu, sont les surnoms donnés à l'homme resté anonyme, mais vrai. mondialement célèbre, qui fut filmé et photographié alors qu'il s'efforçait de bloquer symboliquement la progression d'une colonne d'au moins 17 chars de l'armée populaire de libération lors des manifestations de la place Tiananmen en 89 en République populaire de Chine. L'image de la scène est prise par 2 reporters cadreurs et 5 reporters photographes perchés sur un balcon de l'hôtel Beijing. Le cliché emblématique est celui de Jeff Widener de l'Associated Press. L'AP, Associated Press, quand vous voyez AP à côté d'une photo, c'est C'est eux. les presses associées, c'est comme... Un regroupement de. Oui, mais c'est comme chez nous en France, Ah oui. c'est un communiqué auprès de... Bon bref, qui fait la une de nombreux journaux et magazines à l'époque. Le monde entier fut frappé par la scène de ce char tentant vainement de contourner l'inconnu. L'image de l'incident est couramment utilisée pour symboliser le courage et la force de la non-violence face à la répression armée. Pour le coup, il faut savoir que si on voit toujours cette scène, derrière il y a 3 personnes qui viennent l'écarter et qui l'emmènent. Et on ne sait pas, il est présumé que ces 3 personnes faisaient partie de la police de la République chinoise. En tout cas, voilà, on n'a plus jamais eu de nouvelles et malgré de nombreuses enquêtes auprès des autres manifestants, des associations qui géraient les manifestants, personne ne l'a reconnu ou en tout cas personne n'a voulu dire qui il était. Donc on ne saura jamais qui est ce héros mondialement connu et pourtant totalement inconnu. C'est vrai que c'est un héros quoi, héros mondialement connu et inconnu, je répète exactement. Merci, oui, mais en pire. C'est vrai que c'était tellement pire. C'est un peu comme l'agence Reuters ou ce genre de choses, c'est ça, Associated Press. Oui, non, c'est vraiment Bon allez, pardon. Bah vous me faites Désolé chier. d'avoir relancé. Non mais en tout cas merci pour cette question. Je vous en prie. Question numéro 12. Ah oui. Charlie, musique. Ouais. Aïe aïe aïe. Ça vous rappelle des souvenirs? Oui, même si je n'en ai pas vu tant que ça. Ah ouais, c'est vrai. Donnez-moi le nom de cette émission mythique. Oh, superbe animateur Vous avez vu radio, ça le passage. Ouais les gars, c'est mon métier. Le nom de cette émission mythique avec ce générique bien sûr qui est légendaire, on peut le dire.
Sacrée soirée. Eh oui, Vous avez vu cette fluidité dans Bien le... sûr. Ouais, magnifique. évidemment. Sacrée soirée est une émission de variété diffusée sur TF1 du 2 septembre 87 au 29 juin 94, puis du 19 décembre 2007 au 16 décembre 2009. Je savais pas qu'il était revenu enfin. Ouais. Non. L'AFP, Live. l'agence France Presse. Merci, c'est En ça. plus, j'avais France Presse depuis avant, il me manquait agence. Ouais, c'est dommage. Donc, combien il y a d'épisodes de numéros de Sacrée Soirée ? 264 numéros pour 7 saisons tous les mercredis soirs. Émission produite par Glem, ou GLEM, Gérard Louvain, Marie Mouton, et présentée bien sûr par... Jean-Pierre Foucault, bah oui. Sacrée soirée. Ah bon, ah oui, c'est Jean-Pierre Foucault. Alors, Arrêtez. mais quoi, Sacrée Soirée. Mais non. Comment on fait Jean-Pierre Foucault? Vous faites... Non, là ça fait très longtemps qu'on ne Sacrée l'entend soirée. plus en forme. C'est vrai. Bon, c'est Enfin vrai. non, mais je dis pas qu'il Miss. est malade, mais je veux dire de l'époque, il y avait c'est les vrai. guignols et tout ça, il y avait beaucoup de gimmicks autour vrai. de lui. Bah, il y avait d'ailleurs, Là, je crois, on- le pins parlant, Sacrée soirée. Évidemment. Bien sûr. Chaque mercredi soir, l'émission accueillait 3 invités principaux issus du monde du théâtre, du cinéma, de la littérature ou de la chanson, auquel la production réservait une surprise, souvent avec la complicité d'un membre de l'entourage de l'invité. Il y avait toujours ah ouais, vous vous souvenez de votre copain en 1900? Eh ben, il est là. Eh ben il est là. Ah oui, Et c'est là, de là ça que faisait- vient. C'est de là que vient la vanne. Bah oui, c'est ça. Et ben il est juste derrière vous, c'est exactement ça quoi. Josiane Balasco qui retrouve sa famille yougoslave, Oui. Serge Gainsbourg en larmes qui revoit sa ville natale en Russie. Tout à fait. J'ai revu toutes ces images il y a ah ouais pas si longtemps. Ok. Michel Serrault qui empêche Jean-Pierre Foucault de mener à bien son émission, parce qu'il l'embête vraiment. De l'inattendu avec Anthony Delon qui vient de se réconcilier avec son père sur le plateau de Sacrée Soirée. Et il est là. Enfin voilà, allez voir les images, c'est de la télévision dans les années 80 et c'était de la bonne télévision. Bah, c'est-à-dire que il y avait de la thune et il y avait de la coke. Donc ils étaient très heureux les mecs. Et voilà. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, je sais pas si Jean-Pierre Foucault On ne juge pas. a mis le nez dedans, mais enfin, question 13. Le 1er septembre 1985, Robert Ballard localise sous la mer un objet qui avait coulé 73 ans auparavant. De quoi s'agit-il? Attention, on n'en a jamais parlé. Non, absolument pas. Ça, je pense que Non, mais je voulais quand même, parce que j'étais Oui. surpris, 73 ans après. c'est dingue, hein. Parce que... C'est long, hein. Bah, c'est ça. Et Mais sur- il savait pas où il était ou... Ah bah non, les gens savaient plus ou moins. Ouais. Mais il a fallu attendre 73 ans, bah déjà pour qu'un mec puisse descendre. C'est vrai. Et c'est donc le Titanic, Oui. bien sûr. L'épave du Titanic est localisée le 1er septembre 85 par le professeur Robert Ballard. Elle gît à 3821 mètres de profondeur à 650 km au sud-est de Terre-Neuve. Ah ouais. Robert Duane Ballard est né le 30 juin 1942 à Wichita, Wichita. dans le Kansas. Kansas. Et c'est un scientifique maritime, officier de la United States Navy et explorateur sous-marin à qui l'on doit la découverte, entre autres, des épaves du Titanic et du cuirassé allemand, le Bismarck. Ah ouais, il est chaud lui. en Célèbre, ah ouais, non, Ok, mais lui, il va pas chercher. Des J'ai perdu champignons, mes quoi. lunettes. Oui, allez, je te les retrouve. Non, lui, c'est le Titanic et Bismarck. Et en plus de sans plonger, il a également permis des avancées sur le plan géologique. Oh. Ballard est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur les fonds marins. Mais voilà, moi, ce qui m'a surpris, c'est que ouais, il a fallu 73 ans. C'est Et vrai. en 2023 ou 2022, parce que maintenant, on n'arrive même plus avec la Il chronologie y a du encore temps. des accidents. Mais il y a encore des gens ouais. qui essayent de descendre et qui perdent la vie. Donc, Ouais, c'est ça. c'est une grosse découverte de Monsieur Ballard. En 1985, le 1er septembre. Voilà. J'avais 2 ans. Ok. On s'en fout. Je le dis à chaque fois. Femme des années 80, Femme femme jusqu'au jusqu'au boulet. Ah, franchement, je pense qu'on est pas loin du meilleur joker de Ah bon? 40. Comme les gars. ça, au débeauté, le quiz. Merci. Quel groupe phare des années 80 avait comme leader et chanteur un certain Robert Smith? C'est pareil, je connais aucune. Je sais qu'ils existent, je vois à peu près leur look, mais je connais rien. Ah bon? Rien. Pourtant, mon voisin Stéphane était un fan. Il Steph, adorait. Bien sûr, il était gothique un peu. Ouais, non, il était adolescent. D'accord. Tout simplement, c'est bah pareil. ouais. The Cure, bien The sûr. Cure, Boys bah, Don't bah, Cry. ouais. Boys Don't Cry. Ah bon? Très mal chanté. Ouais, mais, parce que Boys Don't Cry tout d'un coup. Ah oui, et puis finalement, l'interprétation, ah non. Non, on va arrêter. On l'a chanté avec mon ancien groupe, quoi. Ouais, mais c'était. Dans la liste des chansons, c'était la combienième? Oh, je sais plus, on changeait un petit peu. On essayait changeait. On essayait un peu. Ouais, mais suffisamment tard pour que je sois déjà sous. Bien sûr. Voilà, alors, The Cure. The Cure est un groupe rock britannique originaire de Crawley, dans le Sussex. Mhm. Crawley, vous connaissez Crawley? Non? Bah, moi non plus. Ah bah voilà. Dans le Sussex de l'Ouest. Ah oui, attention. Formé en 78, le groupe comprend actuellement Robert Smith au chant
et à la guitare, Roger O'Donnell au clavier, Reeves Grabbles à la guitare, Perry Bamonte, parce que c'est Ah oui, Perry italien, Bamonte. c'est à la guitare et au clavier, Simon Gallup à Gallup Ouais, c'est Gallup, hein. Non, parce que les gens vont se dire, il s'appelle Simon, lève-toi. Mais non, à la c'est basse Gallup. et Jason Cooper à la batterie, Robert Smith est la figure emblématique du groupe, seul membre présent depuis son origine. Ok. Il en est le parolier et le principal compositeur en plus d'être le chanteur et guitariste. Il joue également les claviers et la basse. Ah bah, Voilà, ok, il a essayé de le tout mec, faire. il veut toute la thune. Voilà. À l'image de Nirvana, The Cure est passé par beaucoup de noms différents avant de trouver celui qui marquera le rock. Au début, c'était simplement The Group. Ah, d'accord. Comme la série avec Lou... Comment elle s'appelle Bah mince. Lou... Et Michalak, le groupe. C'était sur France 2, c'était Ah ouais produit par, Ah, mais oui, par je me AB. souviens. C'était très coloré. Bah, comment elle s'appelle, ma copine qui a fait la matinale d'RFM pendant une saison Sandra Lou. Sandra Lou, voilà, je cherchais Lou Ferrigno, je me suis dit non, elle est musclée, mais enfin pas à ce point-là. Ensuite, c'est enchaîné de Obélisque, Malice, Easy Cure pour finir pour ce voilà Ouais, par The Cure. voilà. Essentiellement connu pour son travail en tant que leader du groupe The Cure, dont il est le chanteur bien sûr. Robert Smith, guitariste, a aussi été membre officiel, enfin il l'est toujours, du groupe Siouxsie and the Banshees, Mhm, super groupe. d'accord. Et il a été ça pendant il a été De 82 à 84. ouais, je pensais qu'il était toujours, mais en même temps c'est compliqué. Pendant 18 mois, en tout cas, oui, c'est compliqué si vous lisez absolument rien. Non, mais en plus Siouxsie and the Banshees était, je crois l'année dernière où il y a aux Eurocaines de Belfort en plus. Ah, bah, ils ont Donc fait un clairement retour. il y avait pas Robert Smith quoi, parce qu'il Je est sais plus- pas, vous auriez su peut-être. Oui, c'est ça. Question numéro 15. Immortalisé sur grand écran dans un film au même nom, l'album Straight Outta Compton sort le 8 août 88. Pouvez-vous nous dire quel groupe est à son origine 88. 88, il sort Incroyable. cet album. Ah oui. En même temps, le groupe a pas tenu longtemps. Hein. Ah bon? Bah Il y a eu ouais, un je peu crois. des, Non, ils se sont pas foncièrement engueulés, mais vu le groupe, ils ont Oui. tous fait des carrières un petit peu solo. quoi. Un peu, ouais. C'est NWA, bien Ouais, sûr. Bien sûr. Niggas with Attitudes. Straight Outta Compton est le premier album studio du groupe rap américain NWA, sorti donc le 8 août 88 sur le label Ruthless Records. C'est qui déjà Ruthless Records En tout cas, c'est un label très connu, détenu par quelqu'un de très connu aussi, je Je vais crois. regarder. Intégralement produit par Dr. Dre, bah voilà, je pense que c'est lui. Voilà. Et DJ Yella. Cet album marque un tournant dans l'histoire du rap, introduisant et popularisant le gangsta rap. Il est considéré comme étant l'un des plus grands et des plus influents albums de l'histoire du rap et a eu un impact important sur l'évolution du hip-hop. Il s'agit de l'unique album du groupe sorti avec l'ensemble de ses membres, Ice Cube et Arabian Prince ayant quitté le groupe en 89. Le reste des membres sortiront le deuxième et dernier album du groupe 3 ans plus tard en 91, avant leur séparation. À sa sortie, le disque connut une vive controverse, notamment à cause du titre, c'est le seul que je connais, Fuck the Police. For the strength, for the underground. Ouais, plus ou moins. Oui. Dans lequel le groupe dénonçait le racisme et la violence des forces de l'ordre de Los Angeles. L'album qui s'est classé à la 9e place au top R&B hip-hop album et la 37e au Billboard 2007 a été certifié, alors j'imagine que ça coïncide avec la sortie du film, a été certifié double disque de platine le 27 mars 92. Le 11 novembre 2015, il est certifié triple disque de platine comptant plus de 3 millions d'exemplaires vendus aux States. Quand même. Donc NWA, acronyme pour Niggas with Attitudes, Niggas N-I-G-G-A-Z. Oui. Ça permet quand même de le dire, même si ça fait toujours un peu bizarre. C'est vrai. je Mais enfin bon, c'est le nom du groupe. Oui. Stylisé N.W.A Yeah. pour la version américaine. Yeet est un groupe de hip-hop donc américain originaire de Compton, une ville de la banlieue sud Oui. de Los Angeles. Hein, c'est une banlieue dure de Los Angeles. Elle fait partie. Elle est dure. Elle est dure. Elle fait partie des promoteurs les plus précoces et des figures les plus controversées du sous-genre gangsta Gangsta rap. rap. Le groupe est largement considéré comme l'un des plus importants et influents de l'histoire du hip-hop. La formation originale constituée en 87 comprend Arabian Prince, Dr. Dre, Dre, Eazy-E et Ice Cube, auxquels DJ Yella Yella et MC Red Red. se joignent plus tard cette année-là. Je faisais un peu les backings quoi. Vous voyez un petit peu. Mhm. Comme dans le Comme rap, dans le le gangster rap. gangsta rap. Voilà. Femme des années 80, femme jusqu'au bout des... J'aimerais bien mettre une petite réverb, tu sais. Jusqu'au bout des... Et un petit peu le... Boudé. Question numéro 16, question série 80s, forcément. Question simple et efficace, quelle est la marque de la voiture de Tom Selleck dans Magnum? La version au cas où.
Dans Magnum. Vous avez reconnu Magnum? Ouais, bien sûr qu'on l'a reconnu. C'est vous qui faisiez le générique, je crois. Oui. Et c'était d'une Ferrari, bien sûr. D'ailleurs, je leur avais proposé le sous-titre L'homme de glace. Magnum. Oh. Voilà. 4 minutes 30 pour la comprendre. L'homme enrobé de chocolat et de noisettes. Une Ferrari 308 GTS, pour être plus précis. S'il est aujourd'hui indissociable de sa Ferrari 308 GTS, Magnum, héros de la série du même nom, était supposé conduire une Porsche. Oh. Eh ouais, les gars, une Porsche 928 à l'origine. Mais la société refusait à l'époque de réaliser des commandes spéciales, ce qui aurait été le cas pour la voiture de Magnum, afin que l'acteur, Tom Selleck, du haut de ses 1m93. Ah ouais, jamais fait Ouais, moi non gaffe, plus. effectivement, qu'il était si géant. Ouais, puis s'est installé à l'avant, il a donc été décidé que son personnage conduirait une Ferrari à la place, et la popularité de la série a bien profité à la marque, qui a vu ses ventes augmenter de manière considérable suite à la diffusion de Magnum. Mais vous savez quoi, Oui. moi, c'est déjà la deuxième fois que je lis un truc comme ça. À la base, Jordan, il devait signer avec Avec Adidas. Adidas, ouais, c'est ça. Parce qu'il était fan d'Adidas. Eh ouais. Toute sa vie, il a porté des Adidas. Eh ben non. Et Nike lui a fait une proposition de dingue. Il est allé voir Adidas, il a dit écoutez, vous me donnez au moins la même chose et je signe chez vous. Ah vous bah savez non. que je suis fan de votre produit. Il avait jamais porté de Bah Nike ouais, ouais, avant. je sais. Et Adidas a dit ah non, je crois pas que ça vaille le coup. C'est vrai. Dans ton cul, Adidas. Là, ouais, là, je pense qu'ils s'en mordent encore les doigts. Mais c'est pas une marque allemande aussi, Adidas? Si, c'est allemand, ouais. Donc comme Porsche. Voilà, c'est ça. T'as les Allemands, les gars. Les Allemands. Bon, voilà, il devait rouler en Porsche, bah il a roulé en Ferrari, voilà, pour une marque des Italiens. Ouais, Putain, qu'est-ce que c'est que ce purée. bordel, quoi. Question numéro 17. Avant de devenir chanteur et papa de basketteur professionnel, Yannick Noah était joueur de tennis. Si, c'est vrai. Quoi? Il est d'ailleurs le dernier Français à avoir remporté Roland Garros. Oui, j'ai commencé par dire le premier. Bah oui, bah non, c'est bien. Mais non, le il y en dernier. a plein avant en fait. Je croyais que c'était plus ou moins le Non, seul, non. mais non. En tout il y cas, en a- c'était le dernier, ça c'est sûr. Oui, un peu comme Marie-Myriam avec l'Eurovision. Oui. Et c'est donc le 5 juin 83 qu'il balaye le tenant du titre en 3-7. Eh bien, qui était ce joueur de tennis battu par Yannick Noah? J'aimais bien ce joueur. C'est vrai? Non. Ouais. J'étais fan de Les Ivan meilleurs Lendl, fans moi. du monde. Bon bah c'était pas Ivan Lendl. Bah non, c'était. Oui, pardon. Excusez-moi. Non, c'est pas grave. De toute façon, vraiment, j'aurais pas su. Hein. Non, oui, Je wow. m'en souvenais pas, moi. C'est vrai. Je revois l'image de quand il gagne, mais Bien sûr. on nous dit quasiment jamais que c'était Mats Wilander. Ouais. Donc le pic de la carrière de Yannick Noah, c'est en 83 avec 3 victoires en tournoi, dont Roland Garros. Le dimanche 5 juin 83 devant 18 000 personnes. À cette Wow. occasion, il bat Ivan Lendl Ah en bah quart voilà. de finale. Voilà. Et alors je sais pas pourquoi ils nous mettent pas le demi-finaliste. Et Mats Wilander, tenant du titre en finale, 6-2, 7-5, 7-6. La balle de match gagnée, il se précipite en larmes dans les bras de son père. Zachary Noah, joueur de foot et vainqueur de la Coupe de France en 61. Ah ouais. À noter qu'en 84, Noah et Lecomte gagnent le double à Roland Garros. Ok. Donc l'année suivante, il gagne le tournoi de double. Mats Wilander, lui, est né le 22 août 64 à Växjö. C'est un joueur de tennis professionnel suédois. Durant sa carrière, il a atteint le rang de numéro 1 mondial en 88 et a notamment remporté 7 tournois du Grand Chelem en simple. Il est membre du International Tennis Hall of Fame depuis 2002. Et ce qui est incroyable, je regarde quand même le demi-finaliste. Ouais. Et pourquoi il ne le mentionne pas? Parce que c'est un Français. C'est qui? Christophe Roger Vasselin. Et pourquoi ils le mettent Mais pas j'en sais dans rien. Wiki? J'en sais rien. C'est pas sympa ça. Et en plus, il bat Jimmy Connors en quart. Bah, c'est dingue. C'est fou, je savais pas. Donc cette année-là, ils étaient sûrs d'avoir un Français en Eh finale. Bah ouais. Mais par contre, j'ai jamais entendu parler de ce joueur. Mais Je suis moi non pas plus. fan de tennis, mais enfin, j'ai beaucoup suivi comme toute ma Bah génération. On suivait tous les sports quand on était jeune. Non mais c'est fou. Bah ouais. Bah Ok. on est là pour toi. Comment il s'appelle? Christophe Roger Vasselin. Ah, eh ben, dès qu'on Eh. fait des cadeaux, t'en auras pas. Mais respect mec, respect. Enfin mec, ça y est, on est vraiment... Bah on oui, est potes quoi, on est potes quoi. Vérifiez quand même qu'il est encore en vie avant qu'on continue à dire des conneries. Attendez, je vérifie. Non, parce que bon, on Ouais, sait jamais. Bah oui, oui. C'est un joueur de tennis professionnel entre... Il est toujours en vie. Oh C'est un très beau moment dans ce podcast. Charlie, musique. Is my reality. Fantasy. Ouais, Fantasy. Bah, c'est pas le titre de la chanson, c'est J'avais Reality. le Oh. 35 tours, 45 tours, enfin la Le version petit quoi. 45. 45 tours, Ouais. j'avais le 45 tours. Ouais. De quel film cette chanson était la bande originale, bien sûr. Oh Ah, notre Sophie Marceau nationale. Oh oui, bon. Ouais. Bon, en même temps, si on connaît cette chanson, on connaît le film, je pense. Ah oui, oui. Oui. Quand même. Après, comme dit, on le voit de moins en moins. C'est vrai. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu.
Bon, le film, c'est La Boum. Oui. Bien sûr, La Boum est un film français réalisé par Claude Pinoteau, sorti en 1980. Ce film générationnel lance la carrière cinématographique de la jeune Sophie Marceau. Considérée comme un phénomène de société, la comédie romantique met en scène les émois d'une adolescente de 13 ans qui veut choisir sa vie et ses amours. Elle connaît un triomphe avec 4 300 000 entrées quand même en France. Et... Oui, après, ça paraît énorme, hein, mais depuis peu, je regarde une chaîne Ni Eco TV, par exemple, qui fait des rétrospectives Ok. des films des Charlots, ce genre de choses. Ok, trop cool. Bah, les Charlots se tapaient aussi des 5 millions, 6 millions Ah d'entrées. ouais, ouais. Ok. Oui, oui, c'était une période où la télévision était quand même moins présente dans Mais il les devait y avoir foyers. 3 chaînes ou 5 Et peut-être. voilà, et donc les Ouais. gens Aller au allaient ciné. beaucoup plus facilement au cinéma. Ok. 15 millions d'entrées en Europe. Ah Voilà. oui, ça, par contre, oui. Classe. Bravo. Une suite, La Boum 2, qui se passe 2 ans après La Boum, est sortie en 1982 parmi les nombreuses jeunes actrices qui ont auditionné pour le rôle de Vic. Figurait entre autres Christiana Reali, Mhm. qui aurait pu prendre la place de notre Sophie Marceau nationale, alors âgée de 15 ans, là, Christiana Reali. Sandrine Bonner fait également sa première apparition en figuration. La deuxième puis sera dans Les Sous-doués en vacances. Génial. Vladimir Cosma a Ah, un caméo comme étant le producteur au studio d'enregistrement. Quand Ok. même, Vladimir Cosma. Le rôle de François Berreton a été à l'origine proposé à Francis Perrin, mhm. hein, qui a refusé. Pinoteau s'est tourné vers Claude Brasseur, qui, à la grande surprise du réalisateur, a accepté avec joie. Ah. Et il fait un bon père, Claude Brasseur. Oui, c'est vrai, Francis Perrin était connu à cette période vraiment pour les comédies C'est un ça. peu potaches. C'est ça. Alors que le Claude Brasseur, il avait déjà une grosse carrière. Bien sûr. Il me semble qu'il était très respecté dans le milieu. Et sa mère, c'était Brigitte Fossé, c'est ça, si je me trompe pas? Ah, Claude Brasseur? Non, non, je parle dans le film. Dans le Ah, film, me La Boum. faites peur, parce que bon, elle l'aurait eu très jeune. Ça se trouve même, elle est plus jeune que lui. peut-être. Question numéro 19. Ouais. Et bah alors, il était temps. Merci de m'avoir montré le petit bouton. aviez oublié J'avais oublié. C'est la question twist. Désolé. C'est vous qui choisissez et c'est Charlie qui oublie. Voilà, c'est ça. Larry Bird et Magic Johnson. Deux noms qui font certainement vibrer les fans de NBA et de basket en général. Ils étaient les leaders de deux équipes NBA dont la rivalité est considérée comme la plus grande du XXe siècle. Lesquelles ? Normalement. Bah non, non, il faut arrêter de dire normalement. Bah, pour nous, oui. On a grandi dans cette époque-là. Évidemment, on les a tous les deux vus jouer. Ah, pas en live. Pas en hein. live, non, on aurait bien Malheureusement, aimé, mais- la NBA ne faisait pas de tournée mondiale à l'époque. Ouais, J'ai vu les Harlem Globetrotters quand Pareil. même en live. pareil. Mais je n'ai jamais vu l'équipe NBA en live. Les Boston Celtics Bien sûr. et les Los Angeles Lakers. La rivalité entre les Celtics de Boston et les Lakers de Los Angeles. Les Lakers de Minneapolis jusqu'en 60. Ah ouais, c'est ça, cool, j'avais oublié. Ouais. Et la rivalité la plus intense du XXe siècle de la National Basketball Association, la NBA. Dans les années 80, elle est à son apogée lorsque Magic Johnson et Larry Bird s'affrontent lors de 3 séries en finale. La rivalité est moins forte après le retrait des deux stars. La rivalité est également importante pour la NBA donc car elle ravive l'attention nationale sur une NBA à l'image vieillissante Ah. à la fin des années 70. Ok, donc ça relance tout. quoi. Avant l'arrivée de Johnson et Bird, la NBA a traversé une décennie de déclin de l'intérêt et de taux d'audience télévisée faible. Incroyable. Avec en scène 2 futurs Hall of Famers, la Ligue obtient toute une génération de nouveaux fans. La rivalité entre Bird et Johnson et leur équipe contribue grandement à la réussite de la Ligue. Au cours de la décennie, selon Bryant Gumbel, Magic et Larry ont sauvé la NBA. Dingue. Le journaliste sportif Larry Schwartz d'ESPN affirme que Johnson et Bird ont sauvé la NBA de la faillite. Ah ouh. Donc s'il n'avait pas Incroyable. existé, cette rivalité Celtics contre Lakers dans les années 80 n'avait pas été aussi intense avec ces deux incroyables légendaires joueurs, peut-être que la NBA aurait fait faillite. Ça paraît improbable, Ah ouais, impensable ouais. aujourd'hui, mais il faut se souvenir qu'aux États-Unis, avant la NFL, il y avait AFL, je crois, Mhm. Qui a fait faillite. American Football League, qui a D'accord. fait faillite ou qui a Ok. été racheté par la NFL. Et il y a eu d'autres ligues avant cela. D'accord. Pareil pour les ligues de hockey, me semble-t-il. En tout cas, c'est pas comme en France, c'est pas national. C'est vraiment des enjeux financiers, bien donc sûr, ça bien peut à tout moment s'arrêter. Incroyable. Et donc la NBA, vraisemblablement, on n'y était pas, mais Non. on croit ces journalistes de talent sur parole, auraient pu mourir dans les années 70, à la fin des années 70, Oui. si en 80 ça n'avait pas été relancé. Les Lakers, c'est 5 titres dans cette décennie, et Boston, c'est 3 titres dans cette décennie. Donc sur 10 ans, ils ont 8 Ah ouais. titres de champion. En Bah, tout. c'est vraiment, il faut des personnes comme ça pour tirer vers le haut. Dans ce les genre de années choses. 90, Ah ouais. on a eu Jordan Bah oui. qui a évidemment tiré la NBA Voilà, vers là, le haut, et c'était- puis ensuite ça a explosé Oui, puisque c'est ça. quasiment chaque équipe avait sa star.
encore aujourd'hui. Bien sûr, carrément. Question numéro 20, déjà c'est la dernière. C'est la dernière. Dernière chance pour jouer votre Joker. Femme des années 80, femme du monde jusqu'au... Ah non, mais femme du monde ou bien crétin, là, toutes les mêmes. C'est un mélange entre Renault et femme des années 80. Voilà. Question 20. Pour finir, question insolite, Christophe, je sais que vous aimez bien. Est-ce que vous connaissez Monsieur Mange-Tout ? Non. Oui. Michel Lolito, de son vrai nom. Ah oui. Alors dans sa vie, il a mangé des vélos, des télés, des ordinateurs, mais en 1980, c'est en 1980 qu'il finit de manger ce qui lui a pris le plus de temps. Il a mis 2 ans à le manger. Oh, je baille parce qu'elle est nulle cette question. Quel était son repas qui a mis 2 ans à manger ? Je rappelle que c'est insolite et que Monsieur Lolito s'appelle Monsieur Mange-Tout. Monsieur Lolito. Michel Lolito. Oh, Michel Lolito. Je comprends qu'il est pris mange-tout, hein. C'est vrai. Bon, après une télé, après plein de choses, il a mangé un avion. Ok. Voilà, un Cessna 150. C'était pas un Boeing ou... Ouais, mais après, à mon avis, ce qui lui a pris le plus de temps, c'est de découper avec son petit couteau les petites portions, quoi. Michel Mange-Tout, de son vrai nom Michel Lolito, né le 16 juin 1950 à Villars-Bonneau en Isère et mort le 17 avril 2006 à Grenoble, est un artiste de cabaret français. Il était renommé pour sa capacité à manger les choses les plus indigestes comme le fer ou le caoutchouc. D'après le livre Guinness des records, Monsieur Mange-Tout a commencé cette activité en 1959. Il a par exemple... À 9 ans, donc. Eh ben oui. Il a Ok. commencé à 9 ans. Bah oui, ça, c'est le truc de con de gamin, quoi. Je peux, bah ouais, vas-y, tu peux, mais tu vas crever. Il a par exemple consommé du métal, du verre, du caoutchouc, d'abord en petite quantité bien sûr, puis il s'est attaqué à de plus gros objets, entre autres il a mangé des bicyclettes, des téléviseurs et même un avion de type Cessna 150. Oui. Les objets étaient d'abord démontés et coupés en morceaux avant d'être ingurgités. Manger l'avion lui a pris environ 2 ans, de 78 à 80, il a commencé à manger ces nourritures peu communes. Alors qu'il était enfant, il s'est produit publiquement à partir de 1966. Depuis 66, il a avalé, attention, outre l'avion, 18 bicyclettes, 15 caddies de supermarché, 7 téléviseurs, 6 chandeliers, 2 lits, une paire de skis, un ordinateur, ainsi que 500 mètres de chaîne. Mais vous êtes bête. Hein. Enfin, se dit, lui aussi, il doit l'être un peu. Non, enfin bon, après, il faut bien gagner sa vie, hein, je comprends. En date d'octobre 1997, il aurait ainsi ingéré près de 9 tonnes de métal. Michel Lolito souffrait rarement de maladies venant de son régime, même après la consommation de matières réputées d'habitude comme toxiques. Quand il travaillait, il consommait environ 1 kilo de matière chaque jour, après que de la paraffine lui avait été servie comme apéritif. Il en buvait des quantités d'eau énorme pendant son repas. Okay, buvant des quantités d'eau énormes pendant son repas. Merci c'est pour faire passer le repas, voilà. Je suppose. J'espère. Il est mort à 55 ans et est enterré au cimetière de Grenoble, si vous avez envie d'aller... vous recueillir pas dedans, hein, n'allez pas dans la tombe, mais devant sa dernière demeure. Question bonus pour ne pas vous offrir de cadeaux. On ne l'a pas, bien sûr. Ah oui, alors à nouveau, il va falloir trouver une question bonus. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. Moi, je vais faire un tour sur les personnes qui ont joué avec nous, qui repartiront avec un beau cadeau, bien sûr. Suite à cette question sur les années 90, que veut dire www avant les sites internet. Alors, il y a GrecLink56 qui dit très facile ce quiz. Dommage qu'on ne soit pas avec vous pour gagner des millions. Sinon, j'aurais le jackpot, Jean-Pierre. Sinon... WW est l'acronyme d'un film avec Will Smith, Wild Wild West, l'internet des cowboys. Waouh. Merci Greg Link. Bravo. Mais c'est bien, j'aime bien, j'adore. GRMS, le World Wide Web, l'intranet mondial. Bon ok, ça c'était pas d'humour GRMS. Fabulous Fab, 3 solutions, le retour de la White Family. Ah, Wyatt, je pense qu'il a voulu mettre. Pardon. Non, mais il y a pas de mal. Du catch. Oui, c'est du catch. World Wide Web ou Worms 3D. Ah oui, Worms 3D. Très bon ça. J'ai beaucoup joué à Worms. Oh oui, moi aussi. C'est cool. World Wide Web pour Christwen, soit la toile d'araignée, un truc du genre, idée cadeau, une bière pour la saison prochaine du Racing Club de Strasbourg. Il y en a qui ont soif. Ah oui, moi aussi, j'avoue vivement que cet épisode se termine. Bon, la question bonus alors. Bon, on est dans la question simple. Hein. Oui, je sais. Quelle était la première chanson interprétée par les Enfoirés qui ne s'appelait pas encore ainsi pour rendre hommage à leurs camarades décédés et pour soutenir évidemment comment ça s'appelle, les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur. Ok, ça marche. La première chanson des Enfoirés. Voilà. Ok. On attend vos réponses.
Na na na. Oh non. Na 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 na. J'ai lancé. Na 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 na. Bisous à toutes et à tous. Et on se retrouve dans quelques jours Oui. pour 15 minutes, les gars. Le quiz. 15 minutes. Les gars, Le quiz. Oh. À bientôt, bisous.